Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Amandine Armand et Élise Dupuis pour l'épisode 14. Knitwear artisanal, ça existe encore ? Je ne sais pas pour vous, mais moi je me caille en ce moment. Je n'ai jamais été aussi attachée à mes pulls, bonnets et écharpes en laine qui me permettent de traverser Paris sans attraper une pneumonie, même si vous remarquerez que j'ai une petite voix de rhume, et je ne suis pas la seule. Mais ce que je trouve chouette depuis plusieurs années, c'est que ces pièces ne sont pas juste là pour nous tenir chaud, mais font partie intégrante de notre style. Cagoules extravagantes, écharpes ultra colorées, pulls aux textures et aux motifs plus originaux les uns que les autres, des influenceuses upcycling à Bella Hadid et ses bonnets à pompons, le knitwear est devenu une tendance à part entière. Tout ça grâce à des dizaines de petites marques et des amateuristes passionnés qui ont relancé le crochet et le tricot sur les réseaux sociaux avec le hashtag knitwear qui amasse 310 millions de vues sur TikTok et 5 millions de posts sur Instagram. Face à ce foisonnement de créativité et cette nouvelle hype, la mode mainstream, et surtout la fast fashion, n'ont pas perdu de temps pour reprendre cette esthétique, souvent en plagiant sans vergogne et sans qualité des créations indépendantes. Honnêtement, il ne se passe pas une semaine sans que je tombe sur un post d'une créatrice qui s'est fait voler un design de pull par Shein et compagnie. Le titre de cet épisode est volontairement provocateur, parce que bien sûr qu'il existe encore de la maille artisanale. Mais avec le manque de valorisation des savoir-faire, la fast fashion qui pique des idées et un contexte économique de plus en plus précaire, c'est compliqué d'en produire. Donc j'ai voulu donner la parole à celles qui se battent pour un knitwear artisanal, éco-responsable et sacrément stylé. Pour commencer, je reçois Amandine Armand. Elle a fondé Undated, une marque de tricot marseillaise qui mélange technique traditionnelle et style ultra kitsch. Alors, Undated, c'est une marque de tricot artisanal que j'ai créée il y a à peu près 2 ans. Donc, le concept, c'est de travailler sur une machine vintage des années 70 qui fonctionne sans électricité. Et il y a vraiment tout un travail manuel, c'est un peu avec un système de nœuds. Et toute la matière première, c'est que de la récup. Donc, je récupère les fils surtout auprès d'associations et de particuliers. Par exemple, les grands-mères des copines sont mes meilleures amies. Et sur le Bon Coin, voilà. J'ai pas de déstockeur industriel pour le moment. Et donc, je crée tous mes motifs et toutes mes formes. Et je tricote tout moi-même à la pièce, surtout à la commande. L'esthétique de la marque, elle est très kitsch et colorée. Et il y a un petit côté sexy aussi. Enfin, c'est plutôt des pièces près du corps. J'utilise beaucoup de motifs. Donc, c'est du jacquard, la technique. Et des symboliques vraiment intemporelles et kitsch. Par exemple, on va retrouver des flammes, des dauphins, des papillons, des cœurs. C'est vraiment des motifs indémodables, on va dire. Et très, très colorés. J'adore le rose, le orange, le violet, que des couleurs très peps. Bah, généralement, on s'attend pas à ça quand je dis... Des fois, je m'en amuse un peu parce que les gens me disent «Tu fais quoi?» et je dis «Je tricote». Et là, ils ont une image vraiment de moi sous un plaid en train de tricoter une laine beige avec des aiguilles. Et en fait, pas du tout. J'ai ma grosse machine mécanique avec plein de boutons, plein d'aiguilles, genre un piano de 200 aiguilles et mes laines toutes colorées. Et après, quand ils voient mon travail, ils disent «Ah, mais c'est ça, en fait, que tu tricotes». Et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'amuse, en fait, c'est de changer un peu la vision qu'on peut avoir du tricot, qui est vraiment le truc un peu vieillot, le vieux pull qui gratte, avec des couleurs un peu ternes, de grand-mère. Et voilà, c'est vraiment le concept, c'est de donner une nouvelle vie au tricot, par l'esthétique aussi, quoi. Ma seconde invitée est Élise Dupuis, fondatrice de la marque Nita. Ce projet est inspiré par sa grand-mère marocaine, Anna Benita. Couturière, elle a transmis à sa petite fille la passion du vêtement fait main. Élise a imaginé Nita comme un trait d'union entre le Maroc et la France pour célébrer sa double culture et honorer les savoir-faire de ces deux pays. Dans ses locaux à Lille, elle nous raconte comment est né le projet.
C'est une idée plutôt ancienne. En fait, à partir du moment où je suis arrivée au Maroc, en fait, du coup, l'idée, c'était un peu de retourner sur la terre de mes ancêtres. Et en fait, en arrivant au Maroc, j'ai un peu découvert les savoir-faire artisanaux. J'ai travaillé comme styliste pour une boîte marocaine. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'être à mon compte, j'ai envie de lancer vraiment mon truc. Et donc, c'est là que petit à petit, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour monter la marque. J'avais besoin aussi de me faire un réseau et de fournisseurs et aussi d'expérience terrain avant de monter ma propre entreprise. Mais du coup, l'idée est née là-bas. L'idée, elle est même née un petit peu avant. Parce qu'en fait, je finissais mon contrat à Paris et j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, écoute maman, toi tu parles arabe, tu veux pas venir avec moi au Maroc, ça me permettrait de m'aider à me développer, à contacter les gens sur place, surtout dans les usines où en fait on parle arabe plus facilement que le français. Et c'est à ce moment-là qu'en gros, je suis partie et du coup, d'une petite graine est née Nita avec le temps, quoi. Donc j'avais cette activité en parallèle de mon activité de styliste freelance. Petit à petit, je créais des collections. En fait, j'ai été épaulée par une nana qui avait un atelier de confection, qui avait du coup des modélistes. C'était un atelier de femmes avec qui on a commencé à mettre au point les premiers produits. Et petit à petit, je vendais dans des petites boutiques, j'organisais des événements, etc. Je voyais que ça plaisait, je vendais de plus en plus de pièces. Et du coup, j'ai voulu, en rentrant en France, officialiser un peu le projet en me mettant en fait à 100% dessus. On peut vraiment distinguer, du coup, enfin, pour moi, en fait, la collection, elle est vraiment scindée en deux. Donc, en fait, il y a toute une partie de la collection qui est du coup du chaîne et trame, donc composée de robes, de combinaisons, de chemises. Et en parallèle, en fait, il y a toute la partie maille qui est du coup du tricot, du crochet fait main en France. Et quand je dis fait main, c'est vraiment à l'ancienne, sur aiguille à tricoter ou crochet. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout d'industrialisation sur cette partie-là. C'est presque de la pièce unique, même si on va quand même créer des petites séries parce qu'on a de la demande et avoir des produits bien précis. Mais c'est vraiment voilà, des petites collections. Mais c'est un peu les produits phares de la marque et c'est ce qui fait un peu notre ADN, quoi. Sur les autres produits, donc sur la partie chaîne et trame, tous mes fournisseurs sont français, excepté un fournisseur qui est turc, avec qui j'arrête de travailler parce que en fait ces minimums de production sont extrêmement élevés. Et puis en fait pour des raisons aussi douanières, etc. Donc vraiment les trois quarts de mes fournisseurs sont français. Sur ces fournisseurs-là, en fait, je vais avoir que des matières biosourcées. Donc coton, lin, chanvre, toutes les matières qui sont pas biosourcées, je vais me fournir en dead stock pour essayer d'être clean sur toute la ligne parce qu'en fait c'est con mais il y a des contraintes aussi stylistiques qui font qu'il y a des fois j'ai envie d'avoir des matières un peu sympas, par exemple toutes les matières qui sont un peu brillantes, mais en fait c'est pas possible de l'avoir dans du biosourcé, donc voilà, j'ai des polyamides en dead stock et par exemple typiquement sur la dernière collection il me restait un peu de produits d'invendus et en fait ce que j'ai fait c'est que au lieu de les brader ou de les jeter ou de les distribuer, en fait j'ai réutilisé ces produits sur lesquels j'ai fait des surteintures et du coup je leur ai donné une seconde vie. C'est assez rare de voir des marques comme Nita et Undated qui non seulement se battent pour avoir des pratiques les plus écologiques possibles, mais qui ont aussi décidé de s'investir dans la maille artisanale. J'ai donc demandé à mes invités pourquoi elles avaient fait ce choix et quels sont ses avantages artistiques et éthiques. Amandine nous répond. Moi, je me suis lancée dans le knitwear parce que j'en avais marre de la machine à coudre. En vrai, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode, à faire de la couture, du stylisme, etc. Et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour créativement parlant. Et je suis tombée par hasard sur la machine à tricoter de ma grand-mère qui dormait dans le grenier. Et là, je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ce truc? Pourquoi personne m'en a parlé? Et là, ce qui m'a trop intéressée, c'est de me dire, ah oui, c'est vrai, plus personne tricote chez lui. Ou alors, voilà, tu fais une écharpe en regardant un tuto YouTube et ça te saoule au bout de 2 secondes. Et moi, j'adore en fait réapprendre un peu des techniques qui sont vues comme désuètes ou qui tombent un peu dans l'oubli. Et c'est vrai qu'au final, le tricot, on a vraiment ouais, voilà, cette vision un peu cliché, mais il y a
trop de trucs à faire. Et par exemple, ces machines, elles sont super intéressantes. La machine que j'utilise, en fait, il y a toutes sortes de machines. Il y a des machines industrielles qui fonctionnent avec un ordinateur. Tu peux programmer ton motif, lancer le truc en prod et voilà, limite, t'as rien à faire. T'as les aiguilles. Et au milieu, on va dire, il y a ma machine qui est quand même une machine familiale. Ça a été grave la mode dans les années 60 par là. En fait, à cette époque, c'était encore le moment où c'était les femmes de la maison qui tricotaient pour toute la famille, pour le mari, les enfants, etc. Et elles tricotaient aux aiguilles. Et en fait, c'était très chronophage. Et quand cette machine est sortie, ça a été un peu une révolution. Genre, c'était le dernier gadget à la mode à avoir pour la bonne ménagère. Enfin, c'est un peu horrible, mais c'était vraiment ça. Et en fait, ça a été une révolution. Et ça a eu vraiment un gros boom, la grosse mode, la tendance et tout. Et ensuite, en fait, assez vite, dans les années 80, vraiment, il y a eu toute l'industrialisation du vêtement, même déjà 70 un petit peu. Et ça a été beaucoup plus accessible et moins cher au final d'acheter des vêtements tout faits. Et là, ces machines, elles sont complètement tombées dans l'oubli. Par contre, les machines à tricoter industrielles, elles se sont grave perfectionnées. Il y a des choses incroyables qui ont été faites, mais bon, voilà, c'est vraiment à échelle industrielle. Et au final, les aiguilles, vraiment plus personne n'avait le temps ni l'envie de s'en préoccuper. Ces machines-là qui prennent quand même pas mal de place, ma machine, elle fait quand même 2 mètres de long et elle pèse, je sais pas, peut-être 40 kilos. Faut quand même se chauffer, tu vois, pour avoir ça chez soi, quoi. Elles sont tombées dans l'oubli et il y en a énormément sur le Bon Coin, mais faut faire un peu de mécanique dessus, faut la réparer. Et voilà, moi, ça m'a vraiment intéressé la technique et vraiment me replonger dans ce truc de tu crées toi-même ton vêtement, mais vraiment avec une technique ultra particulière. Et voilà, ce qui est très intéressant, c'est tous les fils que tu peux utiliser. Pareil, moi, par exemple, je me concentre beaucoup sur le jacquard, donc c'est les motifs. Déjà, il y a plein de façons de faire du jacquard, il y a plein de techniques. Par exemple, je me concentre pas trop sur les points ajourés, j'en ai fait un petit peu, mais pas trop. Il y a aussi tous les points de dentelle. Il y a toutes les points fantaisie, par exemple les torsades, les choses comme ça, qui créent du relief. Ça, je m'y intéresse pas trop non plus pour le moment. Mais vraiment, il y a tellement en fait de choses à explorer, des compositions de fils différentes, à des fils naturels qui vont être, je sais pas, un fil de soie super fin, hyper glissant. Après, tu vas avoir de la laine super fluffy, toute poilue, un peu grosse. Bon, moi, j'utilise aussi des fils pas forcément en matière naturelle, acrylique et tout. C'est un peu ce qui est le plus facile à récupérer en vrai. Mais j'essaie quand même de récupérer des fils vintage qui sont issus de filatures françaises. Par exemple, la laine des Trois Suisses, c'est vraiment ma préférée. Et des fois, je retrouve des lots, mais vraiment genre des ballots de peut-être une vingtaine de pelotes dans leur emballage d'origine années 70, mais trop beau. Et voilà quoi, en fait, tout est à portée de main. Genre, la laine, tu peux la trouver, pas la peine d'acheter quelque chose, pas la peine de produire plus, parce que franchement, il y en a plein de partout, dans toutes les maisons, dans tous les coins. Les machines, pareil, il y en a toujours une qui dort dans le grenier de quelqu'un. Je suis sûre que si vous demandez à votre grand-mère ou à votre mère, tu connais une machine à tricoter? Est-ce que la grand-mère, elle en avait une? C'est sûr, dans votre famille, il y a quelqu'un qui en avait une. Et en fait, sauf que tout le monde l'a oublié. C'est triste. C'est super parce que donc je donne des petits ateliers d'initiation à la machine à tricoter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de voir la réaction des gens. C'est un peu la réaction que j'avais quand moi je m'y suis mise. Tout est assez satisfaisant parce que en fait, il y a tellement de petits nœuds à faire, un bouton sur lequel appuyer. Après, tu changes la couleur de fil, tu choisis ton motif. En fait, toutes les étapes sont très ludiques. Bon, tu peux aussi faire des crises de nerfs quand ça marche pas, mais c'est hyper stimulant. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est super et les gens sont hyper étonnés de se dire « Ah, mais en fait, le tricot, ça peut aussi être ça ». Puis ils peuvent jouer aussi avec leur goût, je les laisse choisir les couleurs et tout. Donc c'est vrai que la transmission, c'est vraiment cool. Et même moi, quand j'ai appris cette technique-là de tricot à la machine à tricoter, c'est un peu ce qui m'a manqué. En fait, il y avait personne qui pouvait m'apprendre ça. À part, bon, si tu fais des écoles de maille, mais c'est quand même pas très accessible. Il y a une école de la maille à Paris. Mais bon, voilà, faut être étudiant ou alors faut te faire financer, je sais pas, par le Pôle emploi ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je suis un peu hors de ce truc-là. J'ai pas forcément accès à ces aides-là et vu que j'ai 35 ans, moi, j'ai clairement pas l'âge de d'intégrer une école. Après, il y a des petites formations en ligne et tout, mais
C'est pas très facile à trouver l'info et moi, bah, les seules choses qui m'ont aidée, c'était, quelques vidéos YouTube, d'une, grand-mère. Franchement, je remercie, elle n'écoutera peut-être jamais ce podcast, mais c'est Mamie Nanou sur, YouTube. Donc voilà, si quelqu'un a envie de se lancer dans le tricot machine, regardez ses tutos. C'est très cool, c'est pas très bien filmé, c'est un peu approximatif, mais moi, franchement, c'était la seule chose que j'ai trouvée et après, quelques personnes, voilà, sur YouTube, mais ça va pas être en français. J'en ai trouvé un en espagnol et un en je sais pas où elle était, la femme, au Maroc, je pense. Mais du coup, voilà, c'était pas en français. Mais c'est assez dur de se documenter et de savoir, reprendre en main cette technique et je crois que c'est ça aussi qui m'a intéressée. C'était de me dire: «Ah oui, donc non seulement on tricote plus, mais en plus, plus personne ne l'enseigne, vraiment» et c'est vrai que oui, faire des ateliers où moi je fais participer les gens et où je leur montre un peu la technique, c'est quand même assez cool et même moi par rapport après aux produits que je vends, de leur montrer ce que ça représente en termes de travail, de leur dire: «Bah, vous voyez, voilà, ça prend du temps, c'est vraiment quand même, une compétence particulière». Il y a vraiment un humain derrière, en plus, c'est assez physique. Ça aussi, c'est vraiment le truc qui revient souvent. Je dis, du coup, aux participants et participantes, «Bon, j'espère que vous êtes prêts à faire du sport» parce que, du coup, c'est assez physique. Tout est, dans la force du bras et voilà. Mais c'est plein de paramètres qui font que c'est assez charmant aussi enfin, tu le sens vraiment dans ton corps, quoi, que tu es en train de faire du tricot et c'est super cool. Élise, comme vous allez le voir, est aussi tombée amoureuse de la maille grâce à l'artisanat. Moi, ce que je trouve dingue, bah, le savoir-faire en fait. Moi, ce qui me touche le plus là-dedans et ce qui m'a donné envie de faire de la maille, parce qu'à la base, je suis styliste chaîne et trame hein, quand même. Je pense que j'ai une sensibilité sur la partie maille parce que en fait les techniques de tissage et c'est des choses que j'ai beaucoup vues au Maroc m'ont un peu fascinée et ce que je trouve dingue et ultra intéressant c'est le fait de tout faire à la main et donc du coup on peut avoir des points très particuliers avec un côté bon bah là par exemple dans les tops on voit des points ajourés qu'on pourrait jamais avoir sur le plan industriel donc en fait, c'est assez fou, on peut dessiner, on peut choisir les couleurs. En fait, je trouve qu'il y a une grande créativité dans la maille. Et surtout, en fait, moi, c'est un truc que j'adore, c'est en fait la texture, quoi. Pour nous parler du knitwear chez Nita, nous avons une guest star surprise. Car Élise ne produit pas ses pièces elle-même. Elle collabore avec une artisane, Agathe. Experte et autodidacte, elle réalise toutes les pièces mailles de Nita et tient aussi sa marque éthique, Petit Ruban. Sur la partie tricot-crochet, il y a en fait Agathe qui fait prendre vie à toutes mes idées, qui travaille avec moi, du coup, qui est autodidacte et qui en fait va s'occuper de toute la partie développement, donc qui va mettre en fait au point tous les produits. Il y a une grosse passion pour le tricot et le crochet, du coup, j'en fais depuis plus de 10 ans. Je faisais du tricot de manière personnelle, je me faisais des écharpes, des bonnets, des pulls. Et c'est en rencontrant Elise que je me suis dit que ça pouvait être aussi un nouveau métier. Lier le travail et la passion. Tout à la main avec mon armée de crochets et d'aiguilles. Du coup, Elise m'envoie ses idées. Ouais, ses idées, c'est son mood de bord. Ouais, en fait, on met au point, en fait, à partir d'une idée, on commence à mettre au point un article, on travaille, des recherches de points. on fait des recherches de points, on met en place en gros un patronage pour imaginer les volumes, l'aspect, le rendu, on va faire le choix du fil ensemble. Du coup, là, Agathe, elle va me dire, bah voilà, si on veut avoir cet aspect-là, il faudrait peut-être qu'on tricote en 4, en 5. Ça, c'est la largeur d'aiguille. Et ensuite, souvent, c'est ça qui est cool, c'est que on travaille vraiment en symbiose quoi. On va chez le fournisseur, on choisit. Des fois, on s'éparpille complètement parce qu'on se dit mais en fait, ce fil est trop beau, bah viens finalement on fait ça comme ça. Et du coup, c'est un truc assez spontané. Bah on met ça en place et Agathe après, toi tu. Réalise tes idées. Et en même temps, t'es force de proposition parce que il y a plein de fois où t'arrives et tu me dis mais viens, tu veux pas qu'on essaye ça comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, et c'est un peu avec. Bandana. Je lui ai proposé, j'étais arrivée un matin avec plein de tricots faits et je lui avais dit tiens, j'ai fait un truc, je sais pas si tu vas aimer. Je lui ai sorti le bandana sur le coup, je sais pas si ça t'a tout de suite. Et après, c'était une évidence. Ouais, non, non, j'ai trouvé ça super cool. En fait, en règle générale, bon, moi j'adore travailler en équipe déjà. Et en fait, en règle générale, tous les gens avec qui je travaille, je déteste imposer des choses. Alors évidemment, j'essaie de cadrer parce que j'ai besoin aussi
de cadrer les méthodes de travail et appliquer en gros une vision aussi. Mais par contre, je laisse assez... En fait, j'aime que chaque personne qui travaille avec moi soit aussi libre d'être créatif. Au même titre qu'Agathe, je vais la laisser me faire des propositions et dire ok on y va. Et pareil pour le photographe avec qui je travaille, où en fait s'il a des idées je le laisse faire parce que je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Et je travaille pas avec des gens pour les diriger, mais je travaille avec eux pour leur savoir-faire, leurs idées aussi, et que leurs idées prennent vie chez moi quoi en gros. Moi, je trouve que tricoter, faire du crochet, c'est assez apaisant. Et puis on y trouve une forme de... C'est vraiment un truc qui sort de nous-mêmes. Quand on fait de la couture, on part quand même d'un tissu, alors que le tricot, on part de rien au final. On part juste d'un fil. C'est plus impressionnant, je pense, pour le crochet, surtout les hauts crochets. Le haut crochet, je le démarre du milieu, je fais le haut du haut, du coup, et après, je fais le bas. Et du coup, en fait, on part vraiment de rien. Et quand les gens me voient commencer et se demandent ce que je suis en train de faire, je leur dis, mais je fais un haut. T'es sûr que tu fais un haut? Et le crochet est vachement plus intéressant parce qu'on peut bosser en 3D. Plus que le tricot ressemble quand même vachement à la couture, où tu fais un devant, un dos, des manches, un col. Alors que le crochet, tu peux vraiment le réaliser en 3D et lui donner vie comme tu l'entends en fait. Les débardeurs Alba sont en Les robes crochet. aussi. Et les robes Alia en crochet. Le fil, en fait, soit on achète le fil en Espagne, soit on l'achète aux Pays-Bas, soit on l'achète en stock dormant. En fait, ça, c'est notre parc un peu fournisseur, mais en stock dormant, des fois, on est limité en termes de quantité. On va faire un développement dans tel fil, et on sait que derrière, on va pas pouvoir faire de quantité, donc on est un peu limité. Donc des fois, on essaye de trouver des équivalents si on se retrouve en rupture de stock. Et il y a une chose que j'aimerais dire aussi sur la partie knitwear, qui est quand même assez intéressante. Donc l'idée c'est que voilà, on travaille main dans la main, Agathe elle s'occupe de tout le développement, et en fait on fait travailler des gens en situation précaire. Comme les demandes s'agrandissent, on va commencer à travailler avec une association pour développer en fait toute notre production du coup va rester made in France, fait main par des femmes issues de cette association. Pour moi, la valeur ajoutée aussi, elle est dans notre composition matière. J'en ai parlé tout à l'heure de la compo sur la partie chaîne et trame. Et au niveau de la maille, en fait, sur l'été, on va utiliser un fil coton. Et des fois, en stock dormant, on a des cotons acryliques mélangés. On n'aime pas trop utiliser de l'acrylique, mais l'avantage, c'est qu'en fait, on a une tenue au niveau du fil qui fait que des fois, ça permet d'avoir un produit qui soit pas trop lourd, qui se tienne. Et par contre, sur l'hiver, on a vraiment envie d'avoir des fils ultra qualitatifs pour avoir des produits qui soient chauds. On utilise principalement des laines cachemire, des 100% alpaga, des 100% laine ou des mélanges d'alpaga, de laine. Des fois, on a un peu de polyamide aussi. Ça aide à la tenue du produit. C'est un truc qui nous tient à cœur, c'est vraiment d'avoir des fils nobles pour avoir un produit vraiment premium et un produit qu'on garde. Je vous précise que le fournisseur de laine d'alpaga d'Élise est certifié Responsible Wool Standard, ce qui indique une gestion responsable des pâturages et des animaux bien traités. Parce que si la maille de qualité n'est pas forcément végane, vous connaissez les propriétés des matières naturelles comparées aux fils synthétiques, c'est important de sourcer des fils qui respectent le bien-être animal, comme le fait mon invité. Le knitwear artisanal offre des opportunités créatives, écologiques et éthiques extrêmement intéressantes. Mais donc pourquoi les marques qui s'y mettent sont si rares? Élise, Agathe et Amandine nous racontent leurs défis, entre le temps de production, la raréfaction des connaissances liées au knitwear et surtout le manque d'informations des consommateurs sur la question qui ont donc du mal à comprendre la valeur des pièces. Le temps de fabrication, c'est le plus gros souci de la fabrication. C'est vrai que c'est un peu la problématique qu'on a, c'est qu'en fait les gens se rendent pas compte, mais c'est extrêmement long. C'est extrêmement difficile aussi parce que comme c'est des pièces qui sont du coup entièrement faites à la main, enfin les gens qui tricotent et qui crochettent sauront de quoi je parle, mais par exemple quand il y a des erreurs, il faut défaire pour refaire. Donc on peut pas modifier. Enfin, c'est quand même une contrainte en termes de timing. En fait, par exemple, on a une robe de la collection donc, qui s'appelle la robe Alia, qui est faite en crochet, qui nécessite 15 heures de travail. Agathe, c'est ça à peu près. Enfin voilà, il faut imaginer le temps de mise au point, de confection. Et donc du coup, en production à la demande, des fois, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de livrer tout de suite quand on a beaucoup de commandes.
Voilà, bon après on est en train de mettre en place justement des process pour pouvoir, pas simplifier, mais en tout cas augmenter la productivité. On a ça comme contrainte, donc du coup toujours la contrainte de l'approvisionnement, puisque quand on travaille en stock dormant, on se retrouve aussi des fois avec une rupture sur notre best, évidemment, parce que ça n'arrive jamais sur des fils qui ne marchent pas. Et on a aussi, alors je sais pas si c'est une contrainte, parce que c'est aussi une valorisation du savoir-faire, mais en termes de prix aussi, parce que c'est un produit qui devient coûteux, vu que et il y a un savoir-faire, et c'est un produit local, et c'est un produit qui met du temps à être mis au point. En fait, il y a très peu de gens qui le font parce qu'en fait, c'est peu rentable. Oui, c'est un savoir-faire qui est en train de se perdre. Après, ouais, en fait, il y a une autre problématique aussi, et c'est marrant parce que c'est une problématique que j'ai eue aussi sur le chêne et trame. En fait, sur les toutes premières collections, je faisais faire des pièces donc inspirées des tenues traditionnelles marocaines avec des boutons faits main et posés à la main. Et en fait, j'ai eu pas mal de remarques de gens qui me disaient mais attends, mais c'est hyper irrégulier là le point. Et en fait, les gens ne sont plus du tout habitués au fait main. Et donc en fait, pour eux, c'est synonyme d'imperfection, de défaut. Et c'est hyper dur parce qu'en fait, il faut rééduquer les gens. Et en fait, je pense aussi que l'industrialisation du tricot, c'est aussi pour amener quelque chose de très régulier, très beau, très clean, très propre, qui des fois peut poser problème dans du fait main. Alors oui, unique, mais c'est vrai qu'en fait, des fois, il y a des irrégularités. Moi, par exemple, je me dis demain, parce que là, bon, on vend un peu aux États-Unis, on vend dans d'autres pays, etc. Mais demain, tu vois, par exemple, si on doit vendre en Asie, ou je sais pas, des pays qui sont un petit peu plus exigeants sur le cahier des charges, bah typiquement, en contrôle qualité, ta maille, enfin en fait, ta pièce, elle peut bouger, quoi. Donc, par exemple, ça, c'est des vraies contraintes en production. Après, je préfère défaire et refaire pour que ce soit parfait plutôt que de laisser un défaut. Après, c'est sûr que en bossant avec l'atelier d'insertion, ça va être aussi peut-être un peu plus difficile de gérer tout ça, ce contrôle qualité. Parce qu'une fois que la pièce elle est finie, même pour la personne qui l'a faite, devoir lui demander de tout défaire pour refaire, c'est aussi hyper frustrant. Et ce qui en même temps fait la beauté du vêtement aussi. Qu'il y ait des défauts, que derrière il y ait une vraie personne qui investit son temps, qui investit son énergie pour produire une pièce pareille. Alors, mon défi, bah, en fait, il y en a vraiment plein. Vraiment, c'est pas facile de faire du tricot artisanal. Déjà, par rapport à la machine, si j'ai un problème, moi, je me suis un peu, enfin, je sais un peu bidouiller, faire de la mécanique et j'arrive un peu à la réparer. Mais par exemple, j'ai une de mes machines sur laquelle j'ai un problème. Je ne trouve plus personne qui sait réparer ces machines. Donc là, je cherche désespérément un ou une retraitée qui saurait comment les réparer. Donc déjà ça, voilà, c'est assez compliqué. Ensuite, moi, j'ai le défi vraiment que je me suis donné moi-même, hein, mais de faire que de la récup de matières premières. Donc, chiner la matière, ça prend du temps et c'est quand même assez dur de trouver, même si je suis pas focalisée sur une couleur ou quelque chose en particulier, c'est quand même dur de trouver, par exemple, une grosse quantité du même fil, le fil qui va bien pour telle machine que tu utilises, qui va bien pour tel motif, qui va bien pour telle saisonnalité. Et en fait, ça, c'est hyper dur et je galère vraiment à trouver de la quantité dans le fil. Et ça, du coup, bah, ça me crée une autre difficulté qui est faire des séries de production. Donc, si je fais pas de série, je fais des pièces uniques ou une ou deux pièces. Et ça veut dire à chaque fois faire des photos, communiquer sur le produit, le mettre en valeur. Et en fait, c'est hyper chronophage. Et déjà que tricoter, c'est hyper chronophage. Mais en plus de ça, ne pas vraiment réussir à faire de grandes séries pour rentabiliser un peu, même ne serait-ce que le design que j'ai imaginé, et devoir toujours le renouveler ou le reswitcher, etc. C'est vrai que c'est un défi. Ouais, ça, c'est vraiment une difficulté. Et après, ouais, le temps, quoi. Le temps que ça prend, comparé à l'image qu'ont les gens du tricot, donc leur expliquer pourquoi c'est cher. Voilà, la valeur du vêtement au final. En plus, c'est vrai que des fois, on est un peu dépassé parce que, enfin, moi, parfois, je me pose des questions. Je me dis, bon, je pourrais lancer en prod un truc industriel et au final, pourquoi je fais ça? Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un autre rendu visuel et même quand tu vends ton produit et que tu discutes avec la personne, tu sens qu'il y a une connexion différente qui s'est faite et c'est ça aussi la valeur du vêtement. Mais ouais, ça, c'est vraiment les défis. C'est vrai que quand je dis... Enfin, moi, par exemple, la pièce que je vends beaucoup, c'est une forme de débardeur.
parce que oui, il peut y avoir des débardeurs qui tiennent pas trop chaud. Enfin, le tricot, c'est pas forcément quelque chose qui tient chaud et qui gratte. C'est vraiment suivant le fil que tu utilises, t'as de tout. Enfin, par exemple, un t-shirt, c'est du knitwear. Voilà, donc vraiment, t'as de tout. Et donc, le débardeur que je fais, il a un motif de flamme. Et celui-là, je le vends bien, mais il est quand même à 85 €. Et c'est un débardeur. Donc, je comprends vraiment que ce soit un budget et que dans la tête de quelqu'un, pour ce prix-là, à la limite, pourquoi pas un pull, mais pas un débardeur. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, les défis comme ça pousse aussi à la créativité parfois. Par exemple, là, j'ai sorti une ligne où, en fait, je tricote pas tout de A à Z. Je fais de l'upcycling de pulls directement. Donc, je récupère des pulls vintage. Vraiment, j'essaie de trouver des pulls, si possible, faits main. Parce qu'il y en a beaucoup aussi des pulls faits main dans les friperies et tout ça. Ils ont des petits trous qui sont un peu abîmés, voilà. Et je leur mets des patchs, un peu comme faisaient nos mamans. Généralement, c'était les mamans. Sur nos, sur nos pantalons, genre quand on tombait, elles mettaient un petit patch. Voilà, j'essaye de faire ça. Et ça permet aussi de faire des produits plus accessibles et d'engager les gens à s'intéresser peut-être à mes autres produits, que vraiment je design de A à Z, les formes que j'étudie vraiment, etc. Et ouais, leur mettre un pied dedans, parce que je peux comprendre aussi que c'est dur de mettre le prix. En plus, souvent, on a un peu peur par rapport à la qualité, la taille, est-ce que ça va m'aller, etc. Comment on lave du tricot. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux pour le consommateur. Il se pose beaucoup de questions. Et moi, il faut que j'essaye d'expliquer en quoi tout va bien se passer s'ils achètent un pull chez moi. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux derrière. Entre la hype autour du knitwear, les difficultés pour le produire de façon artisanale, la passion des petites marques et la récupération par la mode mainstream, difficile de voir comment la situation va évoluer pour la maille éthique. Mais vous commencez à me connaître, j'aime bien demander à mes invités ce qu'elles pensent du futur. Élise et Amandine me partagent leur vision, notamment par rapport au poids de la fast fashion dans le knitwear. C'est vrai qu'il y a un engouement et ça fait vraiment partie des tendances dernièrement. Le côté maille, tricot, crochet, artisanal, je ne sais pas. Mais en effet, il y a quand même une grosse tendance de l'upcycling, etc. Et c'est vrai que chez les géants de la fast fashion, Zara, H&M, Mango vendent des tops en crochet, en tricot, on va pas se mentir, très beaux, à des prix dérisoires. Et donc pour nous, c'est extrêmement dur moralement parce qu'on sait tout le travail qu'il y a derrière, mais en fait, ils ont juste la capacité de produire ça en Chine avec évidemment un savoir-faire parce qu'en fait il y a quand même un savoir-faire même si c'est du made in China, et donc du coup avec des quantités monstrueuses qui font qu'ils peuvent le vendre beaucoup moins cher. Pour être tout à fait honnête, je pense que si on vend ces pièces-là, c'est vraiment au coup de cœur. Il y a une partie de notre clientèle qui est sensible à la démarche, qui est sensible à l'artisanat et à la mode responsable, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même une minorité. J'espère que les mentalités vont évoluer et en même temps, je te cache pas que je suis quand même un peu sceptique. Moi, je le vois, j'ai fait des salons là dernièrement, le salon du prêt-à-porter. En fait, tu te rends compte que tout le monde s'en cogne, quoi. Et donc, c'est ça qui est hyper dur, c'est que t'as un peu l'impression de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, c'est un peu difficile pour moi d'imaginer l'avenir. Je sais très bien que j'ai vraiment envie de garder cette partie de manière artisanale, en made in France, en fait main. Mais demain, si je fais beaucoup, beaucoup de volume, est-ce que techniquement ce sera possible ? J'espère que oui, mais je suis un peu stressée quand même. Enfin, je suis pas sûre que ça puisse marcher si demain il y a du volume, quoi. Après, à envisager, et justement on en discutait avec Agathe, et on se disait, est-ce que du coup la maille deviendrait pas des produits limités, enfin des éditions limitées, avec un nombre de pièces, et quand il y en a plus, il y en a plus, et on fait d'autres choses, et du coup on a un turnover de produits assez régulier, mais du coup on fait de l'édition limitée parce que sinon c'est ingérable. Ce qu'on essaye de faire aussi sur des produits un peu plus... des petits produits, donc nos cagoules, nos bandanas. Demain, on va peut-être pouvoir faire quelques tops. Là, on a un débardeur qui sort. On essaye de le faire sur machine parce qu'on essaye aussi de gagner du temps. Et malheureusement, comme tout... Enfin, malheureusement, non, c'est pas malheureux, mais on essaye d'être rentable aussi et pour pouvoir pratiquer des prix accessibles et garder des produits d'appel, en fait.
Pour moi, il n'y a pas trop de différence entre l'appropriation de l'identité knitwear ou de n'importe quelle autre mode. Enfin, de toute façon, Shein et toute la fast fashion, s'ils ont envie de piquer des trucs et de surfer sur la vague, ils le font. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément encore avertis de tous ces enjeux-là et qui du coup peut-être n'auront même jamais accès au côté artisanal de base. Et peut-être qu'ils voient des choses artisanales mais ils se figurent pas ce qu'il y a derrière. Donc de toute façon, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Enfin bien sûr, s'ils copient, c'est horrible, mais de toute façon, ils vont copier. Donc on peut un peu rien y faire. Enfin désolée, je suis un peu fataliste. Et puis par rapport à l'avenir du knitwear, en fait, après, pour moi, c'est un peu dur d'avoir un regard détaché parce que je suis tellement dans l'artisanat depuis super longtemps, un peu de toute forme d'artisanat, que de toute façon, l'artisanat, c'est la racine, ça part de là, et ça existe encore, mais c'est vrai que de toute façon, c'est marginal et pas très accessible. Donc je comprends aussi qu'il faut à un moment industrialiser le truc pour donner accès au plus grand nombre. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment la tendance du knitwear. Ça fait toujours plus plaisir de te dire que tu achètes une pièce voilà, qui est unique. Enfin, je pense que nous, c'est ça aussi qu'on peut proposer. Par exemple, moi, ce que je peux proposer, vu que je travaille à la commande, c'est que la personne choisisse elle-même les couleurs, qu'elle mette sa petite touche. Et ça, bah, tu peux pas trop le faire en commandant de la fast fashion. Voilà, c'est qualitatif et c'est ça, enfin... En fait, peut-être qu'il faudrait que les personnes aient vraiment un produit artisanal et un produit industriel et qu'ils les aient sous les yeux, vraiment l'original et la copie, et qu'ils voient la différence. Parce qu'au final, quand tu le portes, le toucher, enfin, c'est vraiment différent. Mais c'est comme pour tout type de vêtements, hein. Tu le vois, quand il y a un beau tissu, une belle coupe, que l'attention a été mise sur les détails, ben forcément que le rendu est différent. Et la fast fashion, elle s'embête pas avec tout ça. Donc... la différence, elle est là. J'encourage les gens à essayer, au moins. Enfin, peut-être, le tricot, c'est vrai que c'est très lent et c'est compliqué, mais le crochet, j'encourage vraiment tout le monde à essayer. Il y a plein, là, pour le coup, sur YouTube, t'as plein de tutos pour faire les granny squares, tu sais, les carrés un peu colorés, là, des grands-mères. T'apprends à faire le petit carré et après, tu peux te faire une écharpe, tu peux te faire un plaid, tu peux te faire un petit top. Et je trouve que ça, c'est vraiment accessible. Et c'est très satisfaisant. Et je trouve que c'est déjà une belle première approche pour essayer de comprendre un peu cette tendance, se l'approprier. Et voilà, je conseille aux gens d'essayer. C'est très sympa à faire. Merci infiniment à Amandine, Élise et Agathe d'avoir partagé avec moi leur passion pour le knitwear artisanal. Pour soutenir des savoir-faire engagés, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Les créations d'Amandine sont à offrir à vos proches ou à vous-même sur undated.fr et sur Instagram à undated.clothing. Vous pouvez également les essayer à la Villa Cœur, au 39 rue de Lodi à Marseille. Pour découvrir le magnifique travail d'Élise et Agathe, rendez-vous sur Instagram à Nita Official et nita.fr. Vous pouvez aussi découvrir les créations d'Agathe sur petit-ruban.fr. Merci également à Telio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 14e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 10 janvier pour découvrir le 15e épisode de Couture Apparente.